Bonjour, j'ai toujours rêvé d'avoir un bench power supply. Mais bon, quand t'es étudiant, sortir $85 pour une alimentation d'essai, c'est un peu comme choisir entre manger ou avoir du courant. Alors, pendant un bon moment, je me suis contenté de mes bons vieux PCB avec des régulateurs à 3.3 ou 5 volts à partir d'une batterie de 9 volts. C'était largement suffisant pour faire clignoter des LED et jouer avec des Arduino. Mais maintenant que je commence à plonger dans le monde des RF et audio, je me rends compte que, ouais, il faut du matos sérieux. Donc, au lieu de claquer mon salaire d'été là-dedans, je me suis dit, est-ce que moi, avec mes skills et mes espoirs d'ingénieur, je peux pas en construire un? Bon, ça va probablement me coûter plus cher, mais j'ai déjà l'habitude de manger du riz blanc. Non, juste du riz blanc. Dans cette vidéo, on va donc fabriquer une alimentation DC linéaire variable de 1.25 à 24 volts, capable de fournir jusqu'à 1.5 A. Et tout ça avec une pincée de fun, une touche de galère et un peu de magie électronique. Allez, c'est parti. La première étape, c'est le transformateur, et c'est aussi en général la pièce la plus coûteuse du montage. Comme son nom l'indique, un transformateur transforme, mais pas n'importe quoi. Il transforme la tension et le courant alternatif. Attention, il ne fonctionne qu'avec du courant alternatif. Pas de courant alternatif, pas de transformation, point. Pourquoi c'est important? Le courant alternatif, c'est ce qu'on retrouve dans nos prises murales. 120 volts dans certaines régions, 220 volts dans d'autres. Et cette tension n'est ni constante ni adaptée au circuit électronique. D'abord, elle est beaucoup trop élevée, mais surtout, elle oscille en permanence. Pour 120 volts par exemple, la tension réelle alterne entre moins 170 volts et plus 170 volts. Et elle fait ça 60 fois par seconde, ou 50 selon certains pays. C'est ce qu'on appelle une onde sinusoïdale. Problème, la plupart des composants électroniques ne supportent pas ce genre de tension instable. Ils ont besoin de quelque chose de constant, régulé et adapté à leur tolérance. Et c'est là que le transformateur intervient. Il ne va pas stabiliser la tension, mais il va l'adapter à un niveau plus raisonnable. Par exemple, il peut abaisser du 120 volts AC à du 12 volts AC, ce qui est beaucoup plus simple à gérer. Techniquement, un transformateur est composé de deux enroulements de fils autour d'un noyau de fer. Un enroulement primaire, entrée, et un enroulement secondaire, sortie. En jouant sur le nombre de spires de chaque enroulement, on fait varier la tension. La formule est simple. E1 sur E2 est égal à N1 sur N2, où E est la tension et N le nombre de spires. Si tu doubles le nombre de spires à la sortie, tu doubles la tension, et inversement. Il y aurait beaucoup à dire sur le fonctionnement interne de transformateur, mais on va éviter de rentrer dans tous les détails complexes pour l'instant. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'un transformateur est très efficace avec très peu de pertes, contrairement au régulateur linéaire qui lui dissipe l'énergie excédentaire sous forme de chaleur. Donc, pour limiter les pertes inutiles dans notre alimentation, l'idéal c'est de réduire la tension en amont. C'est-à-dire utiliser un transformateur qui nous donne une tension aussi proche que celle qu'on veut réguler. Ça permettra au régulateur de moins chauffer et vous comprendrez cela par la suite. Maintenant, il y a une petite confusion que je dois éclaircir. Un transformateur ne produit pas d'énergie et ne consomme quasiment rien non plus. Il fait simplement transformer la tension et le courant, d'où son nom. Et c'est tout. Là, tu pourrais me dire, mais attends, si je prends un transformateur et que je passe de 120 volts à 220 volts, est-ce que j'ai pas créé de l'énergie? Et la réponse est malheureusement non. Car si la tension augmente, le courant diminue dans la même proportion, de façon à ce que la puissance reste la même. Rappelle-toi de la formule de base de la puissance, P est égal à UI. Donc la puissance à l'entrée du transformateur est égale à celle à la sortie, presque, à cause de quelques pertes dues à l'échauffement et aux matériaux. La formule clé que tu dois connaître pour comprendre les transformateurs, c'est celle-là. Elle montre que si la tension augmente, le courant diminue, et vice-versa. Ça permet de conserver la puissance de part et d'autre du transformateur. Et c'est pour cela que la puissance d'un transformateur est notée en VA, qui est l'expression de la formule de la puissance apparente et non en watts. Le watt représente la puissance consommée ou produite, alors que le voltampère, VA, représente juste ce que le transformateur est capable de transmettre, sans dire si l'énergie est réellement consommée. On pourrait aussi parler d'un autre rôle super important du transformateur, qui est l'isolation galvanique. Mais bon, vous n'avez sûrement pas cliqué sur cette vidéo pour regarder un documentaire de 15 minutes sur les transformateurs. Et dernière chose, assurez-vous que votre transformateur supporte le courant nécessaire voulu en sortie. Par exemple,
Si vous prévoyez de sortir 1.5 A sur 28 volts, il vous faut au minimum un transformateur de 42 VA. Et comme toujours en électronique, un peu de marge, c'est mieux. Donc, c'est pour cela que j'ai acheté un transformateur de 56 volts en sortie avec une tension d'entrée de 120 volts et une puissance de 100.8 VA. Donc, elle peut laisser passer un courant de 1.8 A. Cependant, c'est un transformateur avec un point milieu. Donc, à partir du point milieu, j'aurai 28 volts des deux côtés et symétrique. Donc, plus et moins 28 volts efficaces. Une diode, c'est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans une seule direction. Quand elle laisse passer le courant, on dit qu'elle est polarisée en direct. Sinon, elle est polarisée en inverse, donc elle bloque le passage. Pour qu'une diode soit polarisée en direct, il faut connecter la borne positive de ta source de tension à l'anode et la borne négative à la cathode de la diode. Mais ce n'est pas aussi simple. Une diode ne commence à conduire qu'à partir d'une certaine tension minimale qu'on appelle tension de seuil. Pour les diodes de silicium, cette tension est d'environ 0.6 à 0.7 volts. Donc si ta source est en dessous de cette valeur, la diode reste bloquée. Et quand cette tension est dépassée, la diode laisse passer le courant. Mais il y a une chute de tension constante d'environ 0.7 volts à ces bornes. C'est pour ça que dans un circuit réel, on ajoute toujours une résistance en série avec la diode. Sinon, si tu appliques une tension trop grande sans résistance, tu risques de provoquer un court-circuit, ce qui entraînera un courant trop élevé et ta diode pourrait tout simplement griller. Un pont de diode, c'est un montage de 4 diodes arrangés de manière à convertir le courant alternatif en courant pulsé unidirectionnel. Autrement dit, il permet de corriger la polarité du courant alternatif pour obtenir une tension toujours positive à la sortie. Grâce à ce montage, les alternances négatives de l'AC sont retournées, ce qui donne une sortie en dents de scie à 120 Hz au lieu des 60 d'origine. Quand tu choisis un pont de diode, il y a 3 critères importants à vérifier. 1. La tension inverse maximale que chaque diode peut supporter. Si la tension AC dépasse cette valeur, la diode peut claquer. Par exemple, si la tension en sortie du transformateur est de 28 volts efficace, la tension de crête sera de 40 volts. Donc, tes diodes doivent pouvoir supporter au moins 40 volts en inverse. 2. Le courant maximum que le pont peut encaisser. Si tu veux un courant de sortie de 1.8 A, choisis des diodes capables de supporter au moins 2 A pour être tranquille. 3. La tension de seuil de la diode. Quand cette tension sera perdue dans la régulation. À chaque alternance, le courant traverse 2 diodes du pont, donc tu auras une chute de 2 fois la tension de seuil. Cette chute doit être prise en compte dans la tension de sortie de ton transformateur, surtout si tu travailles avec des tensions relativement basses ou si ton régulateur a peu de marge. Puisque notre tension efficace sera de 28 volts et on prévoit laisser passer un courant de 1.5 A, donc on a fait choix de la diode EN5408 pour former notre pont. Maintenant que nous avons résolu le problème d'inversion de polarité grâce au pont de diode, il nous reste à régler un autre point crucial, la filtration de la tension. On veut filtrer la tension pulsée de telle sorte à obtenir une oscillation très faible. Et c'est là qu'intervient l'un des composants les plus omniprésents en électronique, le condensateur. Franchement, j'aurais pu faire un documentaire de 3 heures juste sur les condensateurs. Et je n'aurais même pas effleuré tout ce qu'ils savent faire. Filtrage, oscillation, correction de facteurs de puissance et j'en passe. Mais pas de panique, dans le cadre d'une alimentation linéaire, on n'a pas besoin de comprendre tout ça en profondeur. En résumé, un condensateur, c'est un composant qui emmagasine de l'énergie électrique, un peu comme une pile. Sauf que, il se charge et se décharge de façon exponentielle. Dans notre alimentation, son rôle est de lisser la tension en sortie du pont de diode. Il se charge jusqu'à la tension de crête, puis il s'oppose aux variations rapides. Mais attention, plus le courant demandé est important, plus l'oscillation en sortie sera plus grande. Et pour savoir de combien de farad qu'il nous faut, on utilise cette formule, où I est le courant maximal en sortie, F la fréquence, 120 volts à la sortie du pont redresseur, delta U, variation maximale acceptable en sortie. En général, on tolère entre 10% et 20% de variation avant le régulateur. Donc, dans notre cas, si on veut avoir un courant de 1.5 A, une variation de la tension d'entrée de 10%, et puisque la fréquence à la sortie du pont redresseur est de 120 Hz,
Donc on peut calculer la capacité nécessaire pour notre condensateur. Dans le cas d'un transformateur sans point milieu, on aurait eu une chute de 2 fois VF à la sortie du pont redresseur, du fait que chaque alternance passe par 2 diodes pour être redressée. Mais dans le cas d'un transformateur avec point milieu, on aura une chute de 1 fois VF, puisque chaque alternance passe par une diode pour être redressée. Dans notre cas, puisqu'on utilise un transformateur avec point milieu, la tension de crête à la sortie du pont redresseur sera de 40 volts moins 2 fois VF. VF étant la tension de seuil de la diode, qui est environ de 1 volt pour la diode 1N5408. Ainsi, la tension à la sortie du pont redresseur est égale à 39 volts. En pluguant tout ça dans notre formule, on obtient donc une capacité de 3.3 millifarad. Maintenant, c'est là que les galères commencent. Comme un très bon futur ingénieur, j'ai eu l'idée brillante de dessiner le PCB et de commander les composants avant de faire les calculs détaillés. Dans ma tête, il me fallait un condensateur de 9000 microfarad, qui équivaut à 9 millifarad. Je ne sais pas d'où j'ai sorti ce chiffre-là. J'étais convaincu que 28 par racine de 2 serait proche de 35 volts. Donc j'ai commandé des condensateurs de 4.7 millifarad supportant une tension de 35 volts en parallèle. Sauf que quelques jours plus tard, en refaisant les calculs, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur très grave. J'ai passé à en recommander, mais disons que si je dépense encore, il ne me restera plus rien dans mon frigo. Et voici le point de sécurité. Ce que je vais faire, il ne faut surtout pas le reproduire. Exposer un condensateur à une tension supérieure à sa tension nominale est extrêmement dangereux. Il peut exploser, se détériorer avec le temps, avec des fuites internes, ou perdre complètement sa capacité. Honnêtement, je voulais faire une vidéo propre et sérieuse, mais une fois de plus, ma paresse a gagné. Finalement, on arrive à la star du show, le régulateur linéaire. C'est lui le composant à la fin d'une alimentation linéaire qui va garantir une tension stable et précise, peu importe les variations de la demande en courant. On l'a vu, avec un simple condensateur, plus la demande en courant augmente, plus les oscillations deviennent importantes. Mais le régulateur linéaire, lui, lisse tout ça et maintient une tension constante quoi qu'il arrive. En gros, il te fournit une tension continue stable, même si l'entrée fluctue. Par exemple, il peut prendre 20 volts en entrée avec des petites oscillations et te sortir un 5 volts parfaitement stable. Il peut aussi fonctionner avec une tension de 10 volts. Tant que cette tension reste supérieure à la tension de sortie, ça marche. Mais comment il fait ça? Eh bien, il convertit l'excès d'énergie en chaleur. Prenons un exemple. Tu tires 1 ampère sur 5 volts, donc tu consommes 5 watts. Si tu fournis 20 volts en entrée, le régulateur va dissiper 15 watts en chaleur. Et 15 watts à dissiper, c'est chaud. C'est pour ça qu'au moment de concevoir l'alimentation, il est crucial de choisir un transformateur qui te donne une tension aussi proche que possible de la tension de sortie pour éviter que le régulateur ne s'échauffe. Au lieu d'utiliser un régulateur linéaire, on peut aussi stabiliser une tension avec une diode Zener. C'est simple et efficace, surtout quand tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance. Mais la tension de la diode Zener varie un tout petit peu avec la demande en courant, donc c'est pas super précis. Prenons le cas de la diode Zener 1N5373B. Il peut fournir une tension de Zener de 5.1 volts et a besoin d'un courant de 240 mA pour être polarisé et peut dissiper 5 watts. Ainsi, en construisant un circuit stabilisateur avec une diode Zener, on remarque que la tension varie un tout petit peu avec la demande en courant. Donc ce n'est pas l'idéal pour réguler la tension de sortie. Et c'est là que le régulateur linéaire prend l'avantage. Comment construire un régulateur linéaire? Un régulateur linéaire, c'est souvent un circuit intégré prédéfini à 3 broches, parfois 5 broches, et son cœur est composé d'une source de référence de tension, un amplificateur d'erreur, un circuit de feedback, un circuit de commande. Tout ça tourne autour de l'amplificateur opérationnel. Voyons ça. Pour un amplificateur idéal, il y a 2 règles de base. 1. Le courant qui entre par ces bornes plus et moins est nul, c'est-à-dire les bornes inverseuses et non inverseuses. Donc la formule c'est I plus est égal à I moins est égal à 0. Une façon simple de voir ça, c'est de considérer chaque borne de l'amplificateur comme un multimètre qui mesure juste la tension et ne consomme rien. Et la deuxième formule à retenir, c'est que la inverseuse est égale à la tension à l'entrée non inverseuse, c'est-à-dire V plus est égal à V moins. Maintenant, regardons bien. La borne non inverseuse est connectée à la source de référence. Donc V plus est égal à V1. La borne inverseuse est connectée à un pont
diviseur de tension R1 et R2 qui vient de la sortie VS. Donc V- est égal à VS par R2 sur R1 plus R2. Et comme V plus est égal à V-, on obtiendra cette égalité-là. En isolant VS, on obtient donc VS est égal à VR par R1 plus R2 sur R2. Ce qui veut dire que tu peux choisir R1 et R2 pour obtenir la tension de sortie que tu veux. Tant que VS reste inférieur à Vin, tu peux régler ça très précisément. Et la commande alors? Un amplificateur opérationnel ne peut pas fournir de grande puissance. Donc sa sortie sert à piloter un transistor ou un Darlington qui va, lui, gérer le courant important en sortie. Et la source de référence? Elle peut être une diode Zener stabilisée ou encore un pont diviseur si c'est bien conçu. Comme l'amplificateur opérationnel ne tire aucun courant, la tension de référence reste parfaitement stable. Conclusion. Le régulateur linéaire est donc un composant super utile, simple, mais très puissant dans une alimentation. Il garantit une tension stable à condition de bien gérer la dissipation thermique. Parfois, il faut voir un circuit fonctionner pour vraiment y croire. Alors j'ai pris le temps de vous en monter un, presque identique à celui du schéma précédent, directement sur une breadboard. On commence par le transformateur. Il prend 120 volts à l'entrée, les deux fils rouges, et fournit 12 volts à la sortie, les deux fils blancs, avec une puissance de 10 VA, ce qui signifie qu'il peut délivrer un courant maximal de 0,83 A. Et pour le connecter à la breadboard, on utilise un connecteur à vis. Ensuite, pour redresser la tension alternative, j'utilise un pont de diode FR207. Chaque diode peut supporter jusqu'à 2 A de courant et résister à 1000 volts en inverse, donc largement au-dessus des 17 volts en négatif que notre transformateur pourrait fournir. On est très safe. Ces diodes ont une tension de seuil d'environ 1,2 volts. Comme le transformateur n'a pas de point milieu, chaque alternance passe par 2 diodes, donc on a une chute totale de 2,4 volts. Résultat, si le pic à la sortie du transformateur est de 17 volts, on obtient environ 14,6 volts après redressement. Pour vous prouver que ce circuit marche vraiment, je vais tirer un courant de 0,2 A. Et donc, la capacité nécessaire pour notre condensateur peut être calculée avec la formule suivante, où I est le courant maximal à la sortie, F la fréquence de la tension redressée, et delta U la variation de tension maximale à la sortie du pont de diode. Donc idéalement, il faudrait un condensateur de 1200 microfarad. Mais comme c'est une démo, un condensateur de 1000 microfarad fera l'affaire. Ensuite, pour stabiliser la tension, j'utilise une diode Zener 1N4735 avec une tension de Zener de 6,2 volts. Pour qu'elle fonctionne bien, je la polarise avec un courant de 40 mA. Donc, j'ai choisi une résistance de 220 ohms. Côté amplification, j'utilise un LM358P. Et pour la commande, un Darlington TIP 122. Et pour le diviseur de tension, une résistance de 10 kΩ pour R2 et un potentiomètre de 10 kΩ pour R1. Je branche maintenant mon multimètre à la sortie. Et on observe que la tension varie entre 6,2 volts et 13,8 volts. Étonnamment, ça monte jusqu'à 14 volts, alors qu'en théorie, on aurait dû varier entre 6,2 volts et 12,4 volts. Il y aurait plusieurs explications possibles à cela. Mon potentiomètre manque peut-être de précision, ou peut-être que le LM358P n'est pas le champion toute catégorie dans ce genre d'application. Mais franchement, les résultats sont suffisamment bons pour que je ne me casse pas la tête à chercher plus loin. On peut aussi vérifier que la diode Zener est bien polarisée. Elle affiche bien ses 6,2 volts, donc tout roule. La tension filtrée par le condensateur est d'environ 16 volts, ce qui est à peu près conforme au calcul, sachant que la tension affichée sur la fiche technique de la diode était la tension maximale. Mais là, j'ai fait une grosse erreur. Je vous laisse donc 5 secondes pour essayer de la repérer. J'ai laissé la pince de mon multimètre toucher la résistance de 220 ohms. Résultat, j'ai mis 16 volts en parallèle sur la diode Zener. Pour vous dire que j'ai passé 5 bonnes minutes à me demander pourquoi le circuit avait décidé de faire grève.
Donc j'ai dû encore changer la diode Zener. Finalement, pour ceux qui me diront j'aurais pu faire la même chose avec un simple diviseur de tension. Eh bien, voyons ça. J'ai connecté un moteur pour tirer une puissance d'environ 2,8 watts. Il tourne, preuve que le circuit délivre assez d'énergie. Et on peut même contrôler sa vitesse en ajustant la tension de sortie. On remarque cependant que la tension chute à 11,3 volts quand le moteur tourne. Normal, un moteur s'attire du jus et ça stresse un peu ce pauvre circuit. RIP petit condensateur. On aurait dû utiliser une capacité supérieure à 1200 microfarad pour mieux encaisser la charge. Mais malgré ça, on tire un courant de 0,21 A, soit 2,4 watts en sortie. Pas mal pour un petit régulateur maison. Et clairement, un simple diviseur de tension aurait fondu à vue d'œil avec une telle charge. Conclusion, le circuit fonctionne, même en conditions un peu musclées. Il est loin d'être parfait, mais elle montre bien le principe de fonctionnement d'un régulateur linéaire. Cependant, pour construire notre régulateur linéaire, on va utiliser le LM317 pour obtenir un régulateur linéaire variable positive et le LM337 pour un régulateur linéaire négatif. Petite précision importante, tout ce que je vais dire ici est valable autant pour le régulateur positif que pour le négatif. La seule différence, c'est que le LM337 travaille avec des tensions négatives, donc tension négative à l'entrée, tension négative à la sortie. À part de ça, le fonctionnement est identique. Le LM317 possède 3 broches, in, ADJ et out. À l'intérieur de cette puce, il n'y a pas de circuit de feedback intégré pour fixer la tension de sortie. C'est à nous de créer notre propre réseau de rétroaction. Mais pas de panique, son fonctionnement est plutôt simple, surtout comparé à certains régulateurs à tension fixe. En gros, le LM317 s'assure que la tension entre la broche out et la broche ajustable soit toujours de 1,25 volts. C'est tout ce qu'il fait. À partir de là, tout est entre nos mains. Alors, si on place un circuit de feedback comme ceci, la tension aux bornes de R2 sera de 1,25 volts. Donc le courant de R2 sera 1,25 sur R2. Et la tension de sortie, c'est tout simplement la tension entre les bornes de R1 et de R2. Donc la somme des deux tensions. Et la tension aux bornes de R1 par la loi d'Ohm est. Donc la tension devient. Et voilà, aussi simple que ça. En variant R1, on ajuste directement la tension de sortie. Petite note, pour que le LM317 fonctionne correctement, il faut un courant minimum de 10 mA. Bon, certaines sources vont te dire que non, c'est 3,5 mA. On ne va pas se battre pour quelques milliampères, mais restons prudents. Donc si tu utilises un potentiomètre, ce qui est fort probable, le pire scénario c'est quand il est à 0 ohm. Dans ce cas, pour garantir un courant constant de 10 mA dans R2, il faudrait une résistance de 125 ohms. Toute résistance inférieure à 125 ohms fera l'affaire. Elle garantira le courant minimal nécessaire, même si elle réduira un peu le rendement du circuit. Dernière petite chose, dans le circuit que vous allez voir juste après, vous allez remarquer quelques composants supplémentaires autour du LM317. Pas d'inquiétude, ce ne sont pas des composants obligatoires, ils sont là que pour optimiser le fonctionnement. Par exemple, des condensateurs pour réduire les oscillations, d'autres pour améliorer le temps de réponse, et parfois même quelques diodes de protection au cas où on aurait la brillante idée d'inverser les polarités. Je vous épargne les détails trop techniques, retenez juste qu'ils sont là pour que le régulateur tourne comme une horloge. Mais maintenant que tout est clair, on passe à la pratique. Allons magasiner ensemble. Ça c'est le circuit qu'on va réaliser. Comme transformateur, pas en acheter un avec point milieu et qui donne une tension de 28 volts symétriquement.
ça, c'est notre transformateur. On peut voir qu'il a 3 broches en haut. C'est très probablement le secondaire, surtout qu'on a acheté un transformateur avec point milieu. Donc, par déduction, la partie du bas doit être le primaire. Mais là, surprise, il y a 4 broches en bas. Pourquoi? Eh bien, en allant jeter un œil à la fiche technique, on comprend que c'est un transformateur à double primaire. Et ça, c'est plutôt pratique. En effet, si vous avez du 220 volts, vous pourrez quand même obtenir du 28 volts symétrique en faisant une connexion série des deux primaires. Et si, comme nous, vous avez du 120 volts, il suffira de faire une connexion en parallèle. Donc oui, ce transformateur est très inclusif. Il accepte tout le monde, que vous soyez team 120 volts ou team 220 volts. Dans notre cas, comme on est 120 volts, on va devoir faire une connexion parallèle. L'entrée du premier primaire doit être reliée à l'entrée du second primaire. Et les deux sorties doivent être aussi reliées ensemble. Très important, il nous faut respecter la polarité du transformateur. Sinon, ça ne va pas le faire. Et non, ça ne pardonne pas. Malheureusement, j'ai rarement vu une fiche technique aussi mal foutue. Non seulement aucune polarité n'est indiquée, mais en plus, l'indexation des broches ne correspond pas du tout à ce qu'on retrouve sur le transformateur. Sur la fiche technique, on nous parle de F1, S1, alors que sur le transformateur lui-même, c'est juste des numéros. 1, 2, 3. Pas trop aidant tout ça. Du coup, on va faire un truc un peu risqué. On va se fier à l'orientation physique du transformateur sur la fiche technique pour essayer de deviner quelles sont les bonnes bornes. Honnêtement, on n'a pas vraiment d'autre choix. Et donc, pour avoir du 28 volts symétrique au secondaire à partir de 120 volts, voici la bonne connexion à réaliser. Petit bonus, si jamais vous êtes sur du 220 volts, pas de souci, il suffit de connecter le transformateur en série comme ceci. Pour apporter le 120 volts à notre transformateur, on va utiliser un interrupteur avec un fusible intégré. L'idée, c'est de limiter les dégâts en cas de court-circuit. Parce que oui, les étincelles c'est joli, mais pas quand ça vient de ton alimentation. Pour accorder l'interrupteur, il suffit de suivre ce petit schéma de câblage. Sur les deux broches du haut, on branche le 120 volts secteur. Ce courant va passer par les deux bornes d'entrée du switch, puis ressortir par les deux bornes de sortie, que l'on reliera directement au primaire du transformateur. Une fois l'interrupteur fermé, le 120 volts arrive aux bornes du transformateur prêt à faire son job. Quant à la troisième broche tout en haut, celle qui est reliée à la terre, on peut tout simplement la laisser déconnecter dans ce montage puisqu'on ne l'utilise pas ici. Et bien sûr, par prudence, on vérifie tout ça avec un multimètre avant de brancher quoi que ce soit. Parce qu'un multimètre, c'est un peu comme un détecteur de bêtises, il t'empêche d'en faire des grosses. Pour pouvoir faire varier la tension, on va utiliser un potentiomètre multitour. La différence avec un potentiomètre classique, c'est que sa piste résistive est plus longue, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de précision dans l'ajustement. Et grâce à cette précision, on aura un meilleur contrôle sur la tension de sortie, parfait pour les réglages fins.
Un potentiomètre a 3 broches, celle du curseur et les 2 extrémités de la résistance. Dans notre cas, on va n'utiliser que 2 broches, la broche du curseur et n'importe laquelle des 2 autres. Mais avant tout, il nous faut identifier la broche du curseur. Et ça, c'est très simple. Mets ton multimètre en mode ohmmètre, branche une sonde sur une des broches et l'autre sur une autre. Tourne la tige du potentiomètre. Si la valeur de la résistance varie quand tu tournes, alors l'une des broches est le curseur. Et voilà. Une fois repéré, on peut l'utiliser pour régler la tension au millivolt près, ou presque. Pour mesurer la tension de sortie, on va utiliser un afficheur voltmètre numérique. L'avantage, c'est qu'il peut mesurer la tension et le courant en même temps. Pratique pour avoir un œil sur tout ce qui se passe. Pour le connecter, c'est simple. Le fil jaune sert à mesurer la tension, le fil rouge sert à alimenter le voltmètre et le fil noir va à la masse. Maintenant, il y a un petit point à ne pas négliger. Notre voltmètre a besoin d'être alimenté par une tension comprise entre 4 volts et 30 volts. Donc, pour l'alimenter correctement, on va devoir construire un mini-régulateur intégré dans notre régulateur principal. Oui, c'est un régulateur dans un régulateur, Inception version électronique. Et comme on est sérieux, on construit ce régulateur en tenant compte du pire des cas. Notre transformateur nous fournit du 28 volts symétrique, mais à vide, c'est-à-dire sans charge. Cette tension peut augmenter sérieusement. Par exemple, j'ai mesuré 31 volts à vide, ce qui correspond à un pic d'environ 44 volts. Il faut donc redescendre tout ça à un niveau plus raisonnable. En utilisant un diviseur résistif avec 2 résistances de 10 kΩ, on peut abaisser cette tension pour tirer 22 volts au maximum, ce qui est parfaitement sûr pour notre voltmètre. Pour commander la tension, on utilise un petit transistor bipolaire de N3904, largement suffisant car le voltmètre consomme très peu. Puisque je n'étais pas sûr que le voltmètre accepte des tensions négatives et j'avais pas trop envie de le griller juste pour voir, j'ai décidé d'inverser la polarité du voltmètre pour que la tension négative apparaisse comme une tension positive par rapport à la masse. Mais puisque j'utilise le LM358P qui contient 2 amplificateurs opérationnels, j'ai décidé d'utiliser le deuxième amplificateur pour créer un ampli inverseur. Résultat, je peux mesurer une tension négative en inversant simplement sa polarité via l'amplificateur. Propre, fiable et sans risque. Malheureusement, j'avais oublié d'identifier sur le PCB les pins du voltmètre. Le pin 1 correspond à la tension à mesurer. C'est là qu'on soude le fil jaune. Le pin 2, la masse. Le pin 3, l'alimentation. C'est la même chose pour le voltmètre négatif. Mais attention, pour l'ampèremètre, côté positif, le fil rouge va dans le premier trou et le fil noir dans le deuxième. Côté négatif, c'est l'inverse. Alors voilà, notre circuit était prêt. Tout branché, tout soudé, tout beau. Avant même de penser à imprimer un boîtier ou quoi que ce soit, je me suis dit, ok, on va tester tout ça tranquille. Je branche tout, je regarde, miracle. Tout fonctionne parfaitement. Fin de l'histoire. Clap de fin, je coupe la caméra, je me lève fier, et là, boum! Une énorme boule de feu jaillit du circuit. Mon réflexe immédiat, je débranche tout à l'arrache et je cours me planquer sur la table. Je savais direct ce que c'était. Mes condensateurs ont explosé, c'est sûr. Je le savais, c'était une mauvaise idée. Je m'attendais à voir de la fumée, des flammes, peut-être même à entendre les pompiers arriver. Mais en fait, non. Calme plat. Je sors doucement dessous de la table, style espion en mission, et là je vois mes condensateurs intacts. Par contre, mon LM358 complètement explosé. C'est là que je me rends compte que j'ai oublié de vérifier sa tension maximale qui est de 32 volts. Et bah oui, forcément, quand tu construis un régulateur dans un régulateur pour ne pas griller un composant, mais que tu oublies de réguler ton régulateur. Voilà ce qui arrive. Je te cache pas, j'étais dégoûté. 2 mois de taf, toutes les pièces commandées, tout était prêt. Franchement, j'ai failli tout jeter à la poubelle. Mais c'est là que j'ai eu une lueur d'espoir. En fouillant un peu, je tombe sur un OPA 2604, même configuration que le LM358P, sauf qu'il peut supporter une tension jusqu'à 46 volts. Parfait, sauvetage possible. Et vu la frayeur que j'ai eue, j'ai décidé de changer tous mes condensateurs pour des modèles qui supportent 50 volts. On ne joue plus avec ma vie là. Après 2 semaines d'attente, je reçois les pièces, je reçois tout, et cette fois-ci, tout fonctionne à merveille.
Il ne me restait plus qu'à imprimer le boîtier en croisant les doigts qu'il ne prenne pas feu lui aussi. Enfin, après 2 mois de galère, d'explosion et de frayeur digne d'un film d'action, c'est le moment tant attendu, l'assemblage final. Je commence par fixer le switch. Puis le transformateur. Avec mes petits speed connecteurs, je fais les liaisons entre le switch et le transformateur. Tout nickel. Ensuite, je fixe le PCB et je connecte le secondaire du transformateur au PCB. Je colle mes voltmètres. Je fixe mes binding posts. Bref, tout est prêt. Le moment du test est arrivé. Je branche et là, les 2 voltmètres affichent 0 volt. Pire,
L'un des voltmètres indique 0,67 A, alors que je n'ai même pas de charge branchée. Traduction, court-circuit. Incompréhensible parce que j'avais vérifié le PCB 50 fois. Je mets mon multimètre en mode continuité et je pars en mode Sherlock Holmes. Verdict, la sortie est bel et bien court-circuitée. Je revérifie le PCB, rien. À part que j'ai inversé les connecteurs à vis. Mais ça, c'est pas grave, car c'est juste la sérigraphie qui expompose. Là, je débranche l'ampèremètre, plus de court-circuit. Je rebranche l'ampèremètre seul, toujours pas de court-circuit. Je branche l'ampèremètre et le voltmètre, court-circuit instantané. En fouillant sur internet, je découvre la vérité. Le fil noir de l'ampèremètre est relié au fil noir du voltmètre. Moi qui pensais que les deux étaient indépendants. Résultat, impossible de mesurer le courant comme prévu, sauf si on refait tout le PCB. Et là, hors de question d'attendre encore 3 semaines. Solution express, je court-circuite le connecteur des ampèremètres. Je referme la boîte et, miracle, tout fonctionne. Ou presque. Le presse, c'est parce que le voltmètre négatif plafonne à 15 volts alors qu'en réalité on monte jusqu'à 26 volts. C'est juste que l'Europass 2604 n'est pas un amplificateur rail à rail. Donc il ne sort jamais une tension proche de sa tension d'alimentation. Et on peut voir que la tension maximale de sortie est de 12 volts. Mais le régulateur, lui, il fonctionne nickel. Je peux alimenter tout ce que je veux. Sauf que là, les vacances se terminent, donc pas le temps de faire des tests d'efficacité et de puissance. Bon, je vous donne quand même une LED qui s'allume, mais c'est tout. Et puis, petit plot twist final.
Résultat, j'ai dû refaire mon PCB. J'ai remplacé mon amplificateur par un OPA 445 qui lui peut supporter jusqu'à 100 volts. J'ai dû aussi déplacer le voltmètre pour éviter qu'il ne fonde à cause de la chaleur du régulateur. Et pour l'en permettre, j'ai pas trouvé de vraie solution. Après quelques explosions et un incendie potentiel, plusieurs traumatismes plus tard, mon régulateur est prêt, mais pas garanti à vie. Donc si vous voulez vous-même fabriquer votre régulateur, vous trouverez les fichiers, le boîtier 3D et la liste des pièces dans la description. Attention, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, ne tentez pas de faire ce projet. On parle de tension suffisante pour vous électrocuter. Voilà, ce projet est terminé. Mais ce n'est que le début. J'ai plein d'autres idées à venir. Pour l'instant, je vais profiter du reste de mes vacances avant de retourner à l'université et essayer de récupérer le mauvais investissement qu'a été cette vidéo. Évidemment, je plaisante. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, mais un simple like et un abonnement, ça aide énormément. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, ciao.